BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci d'avoir choisi RMC et BFM TV pour faire votre rentrée politique ce matin. Demain, vous serez face au président de la République. Vous êtes le président des Républicains, vous êtes le député des Alpes-Maritimes. Et il vous a demandé, pour cette grande initiative politique majeure, comme il dit, d'arriver avec des propositions. Vous, ce que vous voulez, c'est un référendum sur l'immigration. Ce sera quoi la question que vous poseriez aux Français ? C'est une réforme constitutionnelle pour nous permettre d'agir à nouveau. Une mesure simple qui n'est pas autorisée aujourd'hui, c'est la capacité offerte au Parlement de voter chaque année un nombre maximal d'étrangers qu'on peut accueillir. Donc aujourd'hui, c'est ça la question que vous allez poser ? La réforme constitutionnelle permettrait d'adopter chaque année par le Parlement ces quotas migratoires. Aujourd'hui, on a délivré plus de 300 000 titres de séjour. Avec les demandeurs d'asile et les mineurs clandestins, ça fait presque 500 000 entrées légales, sans compter les illégaux. Nous voulons limiter. Enfin, entrée légale, vous dites... non, vous dites en comprenant les clandestins. Donc, non. Vous mélangez les légales illégal. Non. Je reprends. Allez-y. Nous avons donné 330 000 titres de séjour, 327 000 exactement, le regroupement familial, les étudiants, les étrangers malades. Il y a eu 156 000 demandes d'asile et auxquelles, donc ça fait à peu près 480 000 titres, auxquels on rajoute 20 000 mineurs clandestins. Dans les Alpes-Maritimes, on en reçoit malheureusement, je dirais chaque jour, c'est une forme de submersion 2 fois plus que l'année dernière. Donc 500 000... Submersion, vous dites 20 000 mineurs isolés, vous parlez de submersion. Ça augmente. Le nombre d'arrivées en Italie a doublé, donc il y a un sujet migratoire majeur. Nous avons posé un texte de réforme constitutionnelle, c'est celui-là que nous souhaitons voir validé. Je parle également de l'expulsion des délinquants étrangers, le retour à la double peine. Mais globalement, nous allons... Ce que je veux demander au président de la République... Je vais revenir en détail sur tout ce que vous dites, parce que effectivement, la question que je vous pose, c'est justement quelle sera la question que vous poserez aux Français. Mais malgré tout, c'est pas du tout anodin. Quand vous dites le mot submersion, je voudrais quand même y revenir. Vous l'avez un peu glissé comme ça, mais il n'est pas du tout anodin. Pourquoi vous dites submersion ? Je l'ai toujours dit, je le revendique. Vous dites submersion sur les mineurs isolés. D'autres l'ont dit avant moi. Je dis une submersion de façon globale. Il y a le sujet des mineurs, je ne dis pas isolés, clandestins, parce qu'ils sont malheureusement souvent l'objet de traite des êtres humains, l'objet de la manipulation de filières, de passeurs. Ce que nous devons, c'est reprendre le cours de notre destin en matière migratoire. Que la France choisisse qui elle veut accueillir et que la France décide qui elle ne veut pas sur son territoire. Nous ne le pouvons pas aujourd'hui parce qu'il y a une accumulation de normes, de traités, de contraintes qui aujourd'hui sont autant de carcans qui empêchent la France de décider qui elle veut. Dans le même rajouter au manque de volonté de ceux qui depuis au moins 2017 nous dirigent avec un manque de volonté manifeste sur ces questions. Sauf que dans le même temps, vous l'avez peut-être vu, il y a un nombre d'instituts économiques, dont l'Institut Montaigne, qu'on ne peut pas traiter d'affreux gauchos, si je reprends un vocabulaire de la droite. L'Institut Montaigne, c'est un institut libéral. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce matin ? C'est le titre de sa note, « Démographie en France, conséquences pour l'action publique de demain. La France s'apprête à connaître un déclin de sa population que seule l'immigration pourrait combler à court et à moyen terme. » C'est une analyse de résignation. C'est une analyse que je récuse totalement. En tout cas, dans ses solutions. Vous allez dire ça aux patrons qui cherchent en tout cas, des dans ses employés ? Absolument. L'immigration n'est en rien la solution au déclin démographique. Le déclin démographique, on doit y répondre. C'est un défi majeur. On doit y répondre, comme l'avait fait le général de Gaulle, comme l'ont fait beaucoup de gouvernements depuis la Seconde Guerre mondiale, par une grande politique de soutien à la natalité, à la parentalité, à l'éducation. C'est un sujet important, mais vouloir trouver comme issue à ce défi l'immigration, c'est d'une paresse intellectuelle insigne, c'est un manque de courage et c'est une résignation qui est totalement préoccupante et dangereuse.
pas pour moi, en tout cas, sur ce chemin. Mais il y a deux timings. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous répondez natalité, c'est aussi d'ailleurs ce que dit l'Institut Montaigne, qui dit qu'il y a une chute de la fécondité. On est à 1,8 enfants par femme, ça ne renouvelle pas les générations, et que donc, à long terme... À 2 lorsque M. Hollande a été élu président de la République. Ça veut dire que les mesures qui ont été prises, pour vous, c'est une réponse directe, notamment au plan fiscal, politique, qui ont attaqué les familles, sur le quotient familial, mais aussi sur les prestations d'accompagnement des jeunes enfants. Toutes ces remises en cause, cette attaque de la famille ont eu aussi ses conséquences. Ensuite, il faut plus de lisibilité pour l'avenir. Une grande politique de natalité, c'est aussi une politique de fierté, d'avenir, d'espérance pour un pays. C'est qu'à long terme, bien sûr, la politique de la natalité, ça peut faire remonter en partie, ça peut être l'une des raisons qui fera remonter la natalité, mais qu'à court terme, ça ne marche pas et que donc à court terme, il faut de l'immigration. Non, ce n'est pas vrai. Et la volonté d'un homme politique, c'est de ne pas subir les événements. La noblesse de l'action publique, c'est justement de relever les défis avec courage. C'est de ne pas sombrer dans une forme de fatalisme, de résignation. Moi, je n'ai pas envie que la France disparaisse. Je n'ai pas envie que nos modes de vie soient effacés par l'arrivée massive de populations que l'on n'a pas la capacité à intégrer. C'est ce que je dirai demain aussi au président de la République. Sur ces questions d'immigration, les Républicains sont les seuls à avoir posé des propositions claires, juridiquement étayées, qui embrassent toute la perspective, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau des expulsions. Il faut rompre avec le regroupement familial automatique. Il faut aller beaucoup plus loin sur les expulsions. Il faut avoir une nouvelle relation avec les pays d'émigration et notamment avec l'Algérie. Il faut rompre avec ces accords déviants prolongés par les accords de 68 qui offrent à l'Algérie des droits exorbitants. Tout cela, il faut le dire, mais il faut surtout le faire. Mais Éric Ciotti, pourquoi vous ne vous mettez pas main dans la main avec Jordan Bardella? Vous allez arriver ensemble demain à cette réunion avec Emmanuel Macron, avec exactement la même proposition, chacun dans votre cartable. Je vois bien votre rhétorique depuis des années. Non, c'est pas ma rhétorique, c'est hier, depuis des années, Jordan Bardella a dit nous arriverons avec un référendum sur l'immigration. Et ce matin, c'est ce que vous nous dites également. Nous l'avons, vous en êtes témoin, nous l'avons déposé, cette proposition de loi référendaire, avec les sénateurs. Elle est déposée. C'est ça la seule différence. Elle est déposée au Sénat, elle est déposée à l'Assemblée nationale. Moi, peu importe ce que disent les uns ou les autres. Si on va dans la même direction, si on va dans la même direction avec M. Macron, si on va dans la même direction avec d'autres, ça ne me gêne pas. Avec d'autres, en l'occurrence, Jordan Bardella. Ce qui compte, c'est l'intérêt du pays. Moi, j'ai toujours dit la même chose. On ne sortira de certaines problématiques, et je l'ai dit dans mon discours lors de la rentrée politique dans les Alpes-Maritimes au Canet dimanche, que si on donne la parole au peuple pour lever les obstacles dont, je ne dis pas que c'est votre position personnelle, mais vous vous en faites la porte-parole aujourd'hui. Ce discours, on l'entend... Je me fais la porte-parole. C'est le fait de vous avoir signalé cette note... D'une forme d'immobilisme, d'une forme de résignation, en disant on ne peut plus rien faire sur l'immigration, c'est inéluctable, ça doit être... il n'y a plus que ça à faire. Non, le fait de vous signaler qu'il y a cette note de l'Institut Montaigne fait de moi une complice. Mais pas de vous personnellement, mais tout le monde on puisse avoir entend ce discours d'une forme d'élite qui aujourd'hui est au pouvoir depuis des décennies et qui empêche d'agir. Donc pour lever ces obstacles, qui est l'élite au pouvoir depuis des années qui empêche d'agir? Pour lever ces obstacles, il n'y a qu'un moyen, c'est que les Français s'expriment sur ces sujets. Que veulent les Français? Et c'est ce que je dirais en 3 points au président de la République. Les Français, aujourd'hui, ils veulent plus d'autorité pour qu'il y ait de l'ordre dans la rue. Qu'on ne voit plus un gamin de 10 ans assassiné par des dealers. Qu'on ne voit plus les émeutes où des écoles ont été incendiées, où des mairies ont été attaquées, où des élus comme Vincent Jeanbrun ont été menacés parce qu'ils sont courageux. Ils veulent de l'ordre de la rue. Les Français veulent ils veulent aussi restaurer ils veulent de la liberté pour leur pouvoir d'achat. Ils veulent moins d'impôts, moins de charges qui accablent les chefs d'entreprise, qui accablent ceux qui font avancer le pays. Donc il faut plus d'autorité, moins d'impôts, moins d'immigration. Voilà, si on va sur ces 3 sujets, ils sont à la source aujourd'hui des maux de notre pays. Le désordre, la violence, l'immigration qui nourrit le communautarisme, et notamment le communautarisme islamiste,
et la fiscalité, je vais vous poser évidemment une question sur la les Bayard tout à charges l'heure, qui pèsent sur Éric le pouvoir Ciotti, d'achat. pour Voilà, clore cette question... les maux de notre pays, nous les connaissons. Le diagnostic, on peut le partager. Là encore, ce qu'il convient maintenant, ce n'est plus de parler, c'est d'agir. C'est ce que nous J'ai toujours pas demandons. compris quelle était la question concrète que vous poserez aux Français. Il y a une constitution, pour vous ne l'ignorez pas. Pour ou contre Non, la modification de la Constitution pour qu'on puisse mettre une fin... modification constitutionnelle en plusieurs points dans notre texte. Un, d'ailleurs, qu'on puisse consulter les Français de façon générale, régulière, sur tous les sujets. C'est la modification de l'article 11 de la Constitution. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un référendum sur l'immigration. De façon simple, pour Donc dire... en fait, vous allez faire un référendum pour savoir si vous pourrez faire un référendum. Ça sera un des points de notre loi référendaire. Ensuite, nous voulons que l'asile, les demandes d'asile, soient faites à l'extérieur des frontières. Qu'on ne laisse pas rentrer sur notre territoire des gens qui vont y rester à vie et qui ne sont pas de vrais réfugiés. Donc, impossibilité d'obtenir l'asile nous si la voulons demande n'a pas ensuite, été faite en amont. j'y reviens, décider du nombre de titres de séjour. Il faut diviser de façon massive le nombre d'entrées légales. Et il faut aussi, c'est un point important, que nous puissions lever les obstacles qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas expulser, notamment certains délinquants, vers certains pays. Donc il faut que la loi française, qui soit inscrite dans un cadre constitutionnel, redonne à la France sa capacité de décider, tout simplement. Éric Ciotti, j'aimerais bien que vous écoutiez... Vous savez, on ne peut pas résumer par une mesure simpliste. Vous voulez une question simpliste. Réformer la Constitution, c'est un enjeu majeur. Je veux simplement pouvoir poser mes questions et j'ai pas trop aimé la manière un peu insidieuse dans laquelle vous avez mis les journalistes en général parmi des élites qui seraient au pouvoir depuis des années. C'est un peu ce que vous glissez. Honnêtement, c'est assez malhonnête quand on sait que les Républicains, alors vous le regrettez sans doute aujourd'hui, mais c'est un peu facile de dire que vous n'êtes plus au pouvoir, que donc ce sont les autres qui décident. Ça fait malheureusement quelques années. Bah, exactement, mais vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même. Raphaël Cogniet était mon invité ce matin sur RMC. Il est le maire de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Ce week-end, il y a eu un mariage qui a mal tourné chez lui à Mantes-la-Jolie. Et à partir de là, il se rend compte qu'il n'a pas les outils, tout simplement, pour faire appliquer la loi. Voilà ce qu'il disait ce matin, je voudrais que vous réagissiez. On est officier de police judiciaire en tant que maire, on est officier d'état civil, on a un certain nombre de responsabilités, mais la loi n'est absolument pas faite pour que les petites sanctions que nous puissions prendre de façon immédiate et dissuasive puissent être appliquées. Je vais vous prendre un exemple. Nous, à Mantes-la-Jolie, on a un problème, comme dans beaucoup de communes, avec les déchets sauvages. On a des caméras, donc on est capable, quand quelqu'un fait un dépôt sauvage, et si on identifie son numéro de plaque d'immatriculation, de mettre un PV. On l'a fait plusieurs fois. Oui. À chaque fois, ou quasiment à chaque fois, quand on réclame l'argent et que l'argent ne vient pas, on lance une procédure judiciaire. 9 fois ou 9,5 fois sur 10, on est classé sans suite au bout de 2 ans devant les tribunaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que sinon, si on l'écoute, en fait, tout ce dont on parle là, je vous disais ça tout à l'heure, reste théorique. Absolument, vous avez raison. Vous voyez que je suis d'accord avec vous. Oui, mais sauf que vous avez été aussi aux manettes, vous êtes député, j'ai évoqué la question de l'autorité. L'autorité et l'ordre, ça veut dire qu'il faut que la loi sanctionne ceux qui ne la respectent pas, qu'il n'y ait plus une forme d'impunité, ce que dit ce maire. Et il a raison, c'est que dans trop de sujets, il y a la règle, la loi, tout simplement, qui sont les garants de la vie commune dans une société, qui sont les remparts contre une forme de barbarie. La barbarie, on l'a vu dans la rue lors des émeutes, eh bien, c'est qu'il y ait des sanctions. Qu'il y ait des sanctions qui soient dissuasives. Mais ces sanctions existent. Le problème n'est pas qu'elles c'est leur application, très souvent. Ces sanctions, c'est leur application. Qu'est-ce qui, vous, Éric Ciotti, au pouvoir, changerait pour que ça puisse vraiment être appliqué? Je prends un exemple. Pourquoi la loi pénale, la sanction pénale aujourd'hui est mal appliquée, en tout cas mal exécutée. Mal exécutée, il y a souvent des sanctions fermes, elles sont déconstruites par l'aménagement des peines. Le problème, c'est le décalage entre ce qu'on dit et ce qui est fait véritablement. Il manque cruellement de places de prison. J'ai porté, vous le savez, un amendement qui a permis leur augmentation, mais on est loin du compte. On nous avait promis en 2017, lorsque M. Macron a été élu, 20 000 places de prison supplémentaires. Si
On peut pas y aller s'il y a des récidives. Mais je parle de façon générale. Les atteintes à l'autorité publique, les atteintes aux maires qui ont été agressés. Il y a eu un maire dans le Var qui est mort sur une question d'atteinte de déchets sauvages. Donc, vous voyez qu'on est dans une escalade. Il faut sanctionner le premier fait d'incivilité jusqu'aux crimes les plus graves avec une exécution et une sanction permanente. L'impunité qui sanctionne beaucoup trop de faits a nourri cette situation aujourd'hui où on ne respecte plus la règle. L'interdiction des abayas, vous applaudissez ? Bien sûr. Je trouve que c'est une décision opportune, attendue, et je salue cette avancée. On était dans une dérive insupportable, 150% d'augmentation l'année dernière d'atteinte à la laïcité par le port de vêtements religieux. Il faut revenir à l'esprit de la loi 2004, cette grande loi qu'a voulu Jacques Chirac. Vous savez, ça sera sans doute une des grandes lois du siècle parce qu'elle permet de protéger notre modèle républicain. Notre modèle républicain, il accorde une place essentielle à la laïcité. Si elle avait été suffisante, cette loi, il n'y aurait pas eu besoin de redire que c'était interdit. Oui, mais parce qu'on a des dirigeants qui ne l'ont pas voulu l'appliquer. Je pense particulièrement au ravage du ministre précédent de l'Éducation, M. Pap Ndiaye. Il y a un changement radical aujourd'hui. Je m'en réjouis. Nous verrons comment cette annonce est mise en œuvre. Mais en tout cas, avec je le dis... Avec une question, Manuel Bompard de la France Insoumise annonce qu'il va saisir le Conseil d'État pour tenter d'interdire cette interdiction. On n'en doute pas. Les complices du communautarisme vont être à la manœuvre. On aura un débat. Vous savez, il y avait eu ce débat lorsque Jacques Chirac a fait voter cette loi en 2004 et c'était avec le concours de François Baroin à l'époque. C'était parti de l'affaire du collège de Creil où 2 collégiennes avaient voulu défier la République. Il a fallu 15 ans pour légiférer. On va avoir un débat juridique. Moi, je pense aujourd'hui que la loi de 2004 et la circulaire Fillon de 2004 qui poser le cadre. Et le cadre, il est simple, c'est dire ce vêtement, il permet d'identifier une personne comme appartenant à une religion. Et ça, c'est pas la République. On ne peut pas imposer aux autres ces appartenances religieuses. Donc il faut reprendre là aussi. Donc ça, c'est une réponse à ce que dit notamment le Conseil du culte musulman, qui dit que ça n'est pas à proprement parler un vêtement religieux. Vous vous dites, en fait, c'est pas celle-là la question. La question, c'est est-ce qu'on peut identifier via ce médecin? C'est l'esprit de la jurisprudence du Conseil d'État, d'ailleurs. C'est l'esprit de la circulaire de 2004. Dire que ce n'est pas un vêtement religieux, pour vous, c'est de l'hypocrisie. C'est un signe d'identification et c'est celui de l'appartenance à une norme religieuse de plus en plus radicale. Jean-Luc Mélenchon, il redoute que ce soit la résurgence d'une guerre de religion. C'est au contraire la défense de la République face à la montée du communautarisme. Aucune règle religieuse ne peut s'imposer à la République. La religion fait partie de l'intime, c'est un droit naturellement et heureusement à chacun de prier le Dieu qu'il veut, mais cela relève de la sphère privée. On a dans notre pays des cultures, des traditions, il faut que chacun les respecte. Je le dis, cette démarche en tout cas marque une rupture. Et vous la saluez. Ce qui a été fait depuis 2017, et je salue cette initiative de Gabriel Éric Ciotti, dimanche, vous avez réitéré une forme d'appel à une candidature de Laurent Wauquiez. L'espérance, cher Laurent, tu l'incarnes par ton talent, ta vision et ton courage. Quel courage? Il est où là, Laurent Wauquiez? Il est dans la préparation d'un débat important avec les Français. Mon objectif à la tête des Républicains, c'est qu'en 2027, nous reprenions, grâce à nos propositions, nos idées, nos convictions, à celui qui les portera, le cours du destin français. Aujourd'hui, notre pays décline. Donc il est candidat. Notre pays est déclassé. Il se prépare. Nous voyons bien le bilan. Le désordre dans la rue, le désordre dans les comptes, une perte d'influence internationale, des Français qui souffrent, difficultés de pouvoir d'achat, plus de bureaucratie, des impôts records. Il faut changer le cours de ce destin. Et pour vous, ça y est, il faut c'est lui. sortir des slogans de communication, il faut se préparer. Il faut sortir tout court. Laurent Wauquiez a une stature, a une dimension. Il est caché quand même. Il a déjà fait part de sa vision. Vous savez, on voit bien aujourd'hui... Et c'est pas faute de l'inviter, et d'ailleurs, c'est mon cas comme celui de tous mes confrères. C'est juste qu'il préfère rester silencieux. Il faut peut-être souffrir, excusez-moi, que le débat présidentiel se prépare aussi d'abord dans la rencontre avec les Français,
plutôt que dans les petites phrases chaque matin. Il faut trouver un leader. Non, mais c'est pas les petites phrases chaque matin. Ça, c'est trop facile. Je veux dire, on a du temps, on a 20 minutes chaque matin il faut changer pour exposer les choses. C'est ça la vie des Français. Il faut changer le cours aussi de la politique, cette débauche de communication. Vous n'avez pas réussi à convaincre Nicolas Sarkozy là-dessus. Regardez le long terme. Il dit il faut trouver un leader qui soit capable de rassembler les amis de Zemmour, Macron et Ciotti. Je suis d'accord avec lui. Je l'ai dit à la fin de mon discours dimanche. Il faut, et c'est pour cela que nous sommes au cœur de ce rassemblement possible. Les Républicains, par la force de leurs idées, doivent ramener vers eux et Gérald Darmanin pour changer le pays. Ça pourrait être votre Gérald candidat. Darmanin, c'est le problème de la majorité. Madame Borne... Oui, mais sur le fond, quand on écoute son discours, il n'y a pas beaucoup de différence avec vous. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai noté cette phrase, vous avez dit « Je ne veux pas que la France disparaisse ». Et l'une des phrases de Gérald Darmanin dimanche, c'était « Espérons qu'ici et demain, la France reste la France ». Vous auriez pu la signer, cette phrase. C'était même le slogan de ma campagne présidentielle alors ce serait en pas 2021. C'est moi qui avais déposé cette idée pour que la France reste la France. Mais sortons des mots. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur Darmanin, comme Monsieur le maire, sans doute demain comme Monsieur Attal, qui aura peut-être légitimement des ambitions, comme Monsieur Philippe, qui a été Premier ministre. Ça, c'est un problème de la majorité. Ils ont tous été en action. Ils sont encore au gouvernement. Quand on est au gouvernement avec la gravité du pays, quand on veut parler aux classes populaires, on règle les problèmes d'insécurité. C'est pour ça que j'ai parlé d'une forme d'indécence à ouvrir au moment où les sujets sont si graves et qu'il y a des personnalités qui sont en action. Précisément qu'il vaut mieux prendre le temps avant de sortir du bois. J'ai entendu la Première ministre qui a manifestement réglé ce problème. Mais ça, c'est la compétition qui s'ouvre dans la majorité. La vôtre, c'est la compétition des Républicains. Non, il n'y aura pas de compétition. Il y aura une ligne claire, des idées, une incarnation, vous le verrez. Éric Ciotti, président des Républicains, merci d'avoir répondu à mes questions.